Bonjour et bienvenue dans la suite de la philosophie bouddhiste. On va entrer directement dans les écoles philosophiques avec un petit rappel sur les 4 écoles principales, mais essentiellement on va revenir d'abord sur l'école Vaibhashika avec des points de vue assez généraux. On ne va pas entrer nécessairement dans beaucoup de détails. Et donc vous pouvez retrouver beaucoup de choses dans des ouvrages vraiment profonds, vraiment super. Donc voici ici les titres avec des traductions de plusieurs traités traditionnels dans la tradition tibétaine. Maps of the Profound, Buddhist Philosophy, Meditation on Emptiness de Jeffrey Hawkins, ici en particulier, qui est vraiment très bien aussi. On va s'appuyer en particulier sur le traité des écoles philosophiques de Könchok Jime Wampo, donc le Drupta Rinchen Trawa, qui est traduit dans Cutting Through Appearances, et puis on utilisera aussi le traité de Lama Jitsumpa, qui est traduit dans How to Read Classical Tibetan. Et puis, il y a d'autres ouvrages vraiment très utiles, ceux de Guy Newland en particulier. Et puis, donc, sur le Madhyamaka, dans The Two Truth Debate aussi, c'est principalement du point de vue du Madhyamaka. Et le dernier ici mentionné, The Unique Tenets of the Middle Way Consequence School, c'est du point de vue Prasangika, principalement. Très bien, donc les 4 écoles ici mentionnées, on les avait vues d'une manière générale précédemment. Donc les 2 premières relèvent initialement du Pratimokshayana, le véhicule de libération individuelle, et les 2 dernières relèvent initialement du Mahayana, parce qu'en fait, elles ont émergé sur la base des différents tours de roue de l'enseignement du Bouddha. Donc les 2 premières, comme on l'a vu, qui relève du véhicule fondamental, qu'on peut appeler aussi tradition Pali actuellement. Donc la tradition Pali actuelle n'est pas tout à fait la même chose que les écoles initiales Vaibhashika et Sautrantika. Donc on verra des détails par la suite. Donc ces 2 écoles se fondent uniquement sur le premier cycle de la parole du Bouddha. Il est possible d'avoir des Vaibhashika et des Sautrantika ultérieurs à Arya-Nagarjuna qui pourraient accepter à la rigueur le Mahayana comme étant la parole du Bouddha, mais l'immense majorité, ici, en tout cas à l'époque, n'acceptait que le premier cycle. Et donc, seul ce premier cycle est la parole du Bouddha pour ces écoles initialement, et elles n'acceptent que le non-soi de la personne, un non-soi personnel, alors que les écoles mahayanistes acceptent un non-soi des phénomènes, en plus de ça. Très bien, donc c'était une première subdivision. Les Vaibhashika ont traditionnellement 4 subdivisions majeures. On avait vu un petit peu différents noms. On avait vu les Mula Sarvastivada, on avait vu le Samkhya, Mahasangika, Staviravada. Et donc, on avait dit précédemment que initialement, le Staviravada s'est transformé ensuite en Theravada. Mais c'est vrai que si on regarde dans Approaching the Buddhist Path de Sa Sainteté Dalai Lama, coécrit avec la vénérable Thupten Chodron, on voit qu'il y a quand même des distinctions pour les tenants du Theravada dans l'Asie du Sud et du Sud-Est. Le terme Vaibhashika lui-même semble n'être pas connu. Donc les Theravadins ne diront pas nécessairement qu'ils sont une tradition héritière du Vaibhashika lui-même. Donc il y a des points de vue différents. Vous trouverez aussi des infos passionnantes par rapport au Theravada lui-même, vers les pages 82, 83, etc. Beaucoup d'informations très importantes sur les premières traditions du Theravada au Sri Lanka. C'est vraiment passionnant. Très bien, donc ça c'était un petit aparté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit l'école Vaibhashika? Parce qu'en fait, c'est une école qui prenait comme parole du Bouddha l'Abhidharma, un Abhidharma particulier, le Mahavibhasha Shastra, donc un traité qui s'appelle le Grand Exposé, Mahavibhasha, le Grand Exposé des particularités. Et donc, ce sont différents textes qui commentent en fait l'Abhidharma. Et donc, les Vaibhashika considéraient que c'était la parole du Bouddha qui était retranscrite dans l'Abhidharma, ou en tout cas qui était comment dire, véhiculée dans l'Abhidharma. Et puis, il y a aussi une autre explication. Pourquoi est-ce qu'on dit Vaibhashika? Parce que
En tout cas, la sous-école Mullah Sarvastivadin du Vaibhashika considère que les trois temps, passé, présent et futur, sont des substances, sont des instances de substances. Et donc, instance, dans ce cas-là, c'est Vibhasha. Dans d'autres cas, on dira Vishesha, mais ici, particulièrement, c'est Vibhasha, une instance de substance. Et donc, ça a donné, bien sûr, l'école Vaibhashika, d'où son nom. OK, donc maintenant, si on prend la définition donnée par la Majetsunpa, dans son traité sur les écoles philosophiques, il va dire donc la définition d'un Vaibhashika est une personne prônant des principes du Pratimokshayana, donc littéralement Taimen en tibétain, mais on peut reprendre ici véhicule fondamental ou véhicule de libération individuelle, qui n'accepte pas l'autocognition et qui accepte les phénomènes extérieurs existant véritablement. Voilà, ça fait une sacrée définition. Donc on va essayer de voir point par point. Donc un Vaibhashika est une personne prenant des principes du Pratimokshayana. Comme on l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire Pratimokshayana, véhicule fondamental? Ça sous-entend ici que cette école Vaibhashika accepte uniquement le non-soi de la personne. La plupart du temps, le non-soi subtil qui est l'absence d'existence autosuffisante et substantielle de la personne, dans l'immense majorité des cas. Et donc, le point suivant, Vaibhashika n'accepte pas l'autocognition. Donc, si vous avez suivi la vidéo sur justement la perception directe autocognitive dans la psychologie bouddhiste, il y a une explication là-dessus. Donc, on avait dit que l'aspect, pour les écoles qui acceptent l'aspect, c'est la forme prise par la conscience de son objet. Et donc ici, cet aspect, il a deux phases d'un certain point de vue. La phase qui est tournée vers l'objet lui-même, l'aspect appréhendé, et la phase qui est tournée vers la conscience elle-même, l'aspect appréhendant. Et donc on avait vu que une forme d'illustration, une forme d'exemple pour comprendre l'aspect appréhendant, c'est comme quand on fait l'empreinte d'une clé. À ce moment-là, ce qui est tourné plutôt du côté de l'apata modelée elle-même, ça va être l'aspect, ça va illustrer l'aspect appréhendant. Donc c'est ce qui est tourné vers la conscience elle-même. C'est la conscience qui se perçoit en train de percevoir un objet. Et donc les Vaibhashika, eux, n'acceptent pas l'autocognition. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas l'aspect. Pour eux, ils disent que si on avait l'aspect entre la conscience et ces objets, c'est comme si on avait une vitre entre la conscience et les objets. Donc, c'est comme si on avait une perception pas tout à fait directe. C'est comme si on n'avait pas tout à fait une expérience directe des objets, comme si c'était une expérience indirecte. Et donc, il réfute cette fenêtre entre nous et les objets, et donc il réfute l'aspect. S'il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas d'aspect appréhendant, et donc il n'y a pas d'autocognition. Et ensuite, ils disent qu'ils acceptent les phénomènes extérieurs existant véritablement. Donc, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a vu par rapport au non-soi de la personne. Ça veut dire que ils acceptent un soi des phénomènes d'un certain point de vue. Ils vont dire que une tasse, par exemple, une tasse, ce n'est pas un non-soi phénoménal, c'est un non-soi personnel. Une tasse n'est pas l'objet d'usage d'une personne autosuffisante et substantielle. Donc, une tasse est un non-soi de la personne. Et donc, ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement un non-soi de la personne. Les phénomènes sont considérés comme existant véritablement. S'ils n'existaient pas véritablement, on serait nihiliste de leur point de vue. Et ils acceptent les phénomènes extérieurs, certainement ici dans la définition de la Majetsunpa, peut-être pour distinguer un petit peu plus un Vaibhashika d'un Chittamatra, par exemple. Pourquoi pas? Très bien. Donc, on avait vu que chaque école présente la base, la voie et le fruit. La base, c'est la réalité telle qu'elle est. Les existants basiques, comment et de quoi est faite la réalité. La voie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on utilise sur la base? Comment est-ce qu'on doit reconnaître la base telle qu'elle est? Donc, par exemple, reconnaître le non-soi, par exemple. Et si on reconnaît le non-soi, quel type de fruit ça apporte? Quel type de résultat spirituel ça apporte? Donc, chaque école philosophique va avoir ses descriptions de la base, de la voie et du fruit. Donc, par rapport à la base, justement, on va voir ce qu'ils sont en train de dire. Donc, la base, c'est quoi? C'est l'univers. Comment est-ce que l'univers existe? De quoi est-il fait? Et donc, d'après la Majetsunpa, il dit donc
Ils disent ce qui est capable d'opérer une fonction et la définition d'une chose. Donc, si vous avez suivi la playlist sur la philo-bouddhiste, vous avez certainement vu le niveau 1, vous avez certainement vu que c'était aussi le cas pour les Sautrantikara. En fait, c'est le cas pour toutes les écoles bouddhistes capables d'opérer une fonction et la définition d'une chose. Ça, c'est valable partout. Mais là, il va y avoir un truc spécifique. Il dit Nopo Yoba Sheja Nam Dunchik. Choses, existants et connaissables sont tous équivalents. Donc là, on a vraiment quelque chose de spécifique au Vaibhashika. Chose est équivalent à existant. C'est-à-dire que si ça existe, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Alors que pour les autres écoles, c'est pas possible. Les autres écoles acceptent que ce qui est capable d'opérer une fonction est bien sûr une chose, mais cela ne concerne que les impermanents. Alors que les phénomènes incomposés ou les phénomènes permanents ne sont pas du tout capables d'opérer une fonction pour les autres écoles. Pour les Vaibhashika, c'est le cas. Donc ça, c'est très important. Et donc, ce que dit Koncho Jime Wambo dans son Drupta Rinchen-Jawa, il dit bien que chose soit nécessairement établie substantiellement, donc ça veut dire que chose, c'est nécessaire que ce soit établi substantiellement. En fait, c'est équivalent. C'est même un synonyme. Établi substantiellement, zedrup, c'est exactement équivalent à chose. C'est un terme de remplacement, en fait, tout simplement. Il dit bien que chose soit nécessairement établie substantiellement, elle n'est pas nécessairement substantiellement existante. Zeyeux. Là, c'est très différent. Il va dire pourquoi. Car il est accepté que vérité ultime et existence substantiel sont équivalents. Une vérité ultime, c'est ce qui résiste à l'analyse. Donc ça, on va le revoir aujourd'hui. Et donc, c'est un existence substantiel. C'est quelque chose qui résiste à l'analyse. Tandis que vérité relative et existant imputé sont équivalents. Existant imputé, prajnapti sat en sanskrit, c'est équivalent à vérité relative. On va voir tout ça tranquillement. Donc ça correspond à la première division des phénomènes en général, des existants dans l'univers. On peut les scinder en deux. D'abord, les deux vérités. Donc ça, c'est valide pour toutes les écoles philosophiques bouddhistes. Donc on avait vu précédemment dans la playlist sur la philo numéro 1, on avait vu ce en quoi l'esprit ne s'engage plus, si c'est détruit ou mentalement divisé, existe en tant que vérité conventionnelle, le reste existe en tant que vérité ultime. Donc ça c'est de Acharya Vasubandhu dans l'Abhidharma Kosha, donc quand la Chom dans l'Oishen, Sen Delo Minjuwa. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour tous les traités sur les écoles philosophiques du point de vue Vaibhashika vont considérer cette citation très importante du trésor de l'Abhidharma. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça, on l'avait vu précédemment, ça veut dire qu'une tasse, par exemple, peut être cassée en 1000 morceaux. Et donc si elle est cassée en 1000 morceaux ou si elle est mentalement, conceptuellement divisée, elle cesse d'être appréhendée comme une tasse. Et donc, c'est une vérité conventionnelle. Alors que ces éléments constitutifs les plus minimalistes, les particules indivisibles, vont être des vérités ultimes parce qu'ils continuent d'être appréhendés par l'esprit, même mentalement, lorsqu'on cherche à les diviser. C'est-à-dire qu'ils résistent à l'analyse ultime, les constituants infinitésimaux. Et donc, c'est ça, en fait, une vérité ultime, c'est ce qui résiste à ce type d'analyse ultime. Et les vérités conventionnelles, les Vaibhashika vont dire donc c'est tout le reste. C'est tout ce qui, donc, ce en quoi l'esprit ne s'engage plus si c'est détruit ou mentalement divisé. Et donc, on parle de vérité conventionnelle. Par exemple, une personne est une vérité conventionnelle, parce que si on divise la personne, qu'est-ce qu'on trouve? Les agrégats. Et au sein des agrégats, on peut diviser encore, on trouve des particules indivisibles pour le corps, et on trouve des instants infinitésimaux pour la conscience. Et donc, les Vaibhashika préfèrent parler de vérité relative plutôt que conventionnelle. C'est plutôt le terme choisi. Pourquoi? Parce que parmi les différents sens de samvritti, Satya, ils vont choisir le sens de rencontre. La rencontre. La rencontre de constituants infinitésimaux. C'est ça qui fabrique une vérité conventionnelle. Donc, ils vont parler, eux, de vérité relative. Alors que dans d'autres écoles, on pourra plus volontiers parler des vérités conventionnelles.
Très bien. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'on vient de voir, on a existant, c'est une base établie, un existant, ce qui existe tout simplement, ce qui est inconnaissable, ce qui est capable d'opérer une fonction. Donc un existant, un connaissable, une chose sont équivalents. Et comme on l'a vu, chose égale substantiellement établie. Donc ça, c'est fondamental. Si ça existe, pour les Vaibhashika, c'est nécessairement substantiellement établi. Donc un existant est une chose. Donc ça, c'est la généralité chose dans laquelle on trouve les vérités ultimes, qui sont des existants substantiels. Donc c'est là où on voit une distinction fondamentale entre Tse Drup et Tse Ye en tibétain. Donc ils vont dire que ce qui est établi substantiellement, c'est n'importe quel existant. Et les vérités ultimes sont des existants substantiels. Donc les vérités ultimes sont les deux, sont établis substantiellement et existants substantiellement. Alors que les vérités relatives, comme des briques, une tasse, etc., sont des existants imputés. Et donc là, on fait une différence fondamentale, bien sûr. C'est aussi, donc ces vérités relatives sont aussi substantiellement établies, parce que ce sont des choses, ils sont capables d'opérer une fonction. Et ces vérités relatives sont des existants imputés. Donc on voit, là, il n'y a aucune contradiction possible. Donc une personne, par exemple, une personne est un existant imputé. Pourquoi? Parce que cet individu, cette personne, ne résiste pas à une analyse ultime. Ça veut dire que si on cherche ultimement, qu'est-ce qu'on va trouver? Des particules indivisibles et des moments infinitésimaux de conscience. Donc ça veut dire que la personne elle-même, elle a une existence relative, c'est un existant imputé. Mais comme ça reste une chose, un phénomène capable d'opérer une fonction, la personne continue d'être substantiellement établie. Donc il n'y a pas de contradiction là-dedans. Très bien. Ensuite, on a une deuxième division des phénomènes, les 5 catégories. Donc ça, on retrouve dans la plupart des textes, dans le Drupta Chenmo, Rinchen Chanwa, etc. On retrouve 5 catégories fondamentales. D'abord, la catégorie des formes. Ensuite, on a la catégorie des consciences, avec des effets spéciaux. On a la catégorie des facteurs mentaux, la catégorie des facteurs composés non associés et la catégorie des phénomènes incomposés. Donc, ça veut dire qu'on a une commode à 5 tiroirs. Si ça existe, ça doit nécessairement rentrer dans ces 5 tiroirs. Donc là, c'est vraiment une division totalement différente de la première, celle des deux vérités. Là, c'est vraiment complètement autre chose. Donc ça veut dire que si ça existe, c'est soit incomposé, comme l'espace par exemple, l'espace incomposé, soit c'est composé, ici. Et donc, c'est impermanent si c'est composé. Si c'est incomposé, c'est permanent. Ça, tout le monde est d'accord, même les autres écoles. Mais n'oublions pas que ce soit incomposé ou composé, c'est nécessairement une chose, c'est nécessairement substantiellement établi. Donc comment est-ce que vont dire les Vaibhashika par rapport au phénomène incomposé? Vont dire par exemple l'espace. L'espace incomposé, c'est une chose, ça a la capacité d'opérer une fonction, laquelle en particulier, de permettre le mouvement. On peut bouger, etc. Parce que l'espace, c'est une simple absence de contact obstructif. Donc ça permet qu'on bouge, qu'on déplace des objets, etc. Et donc, c'est pourquoi ils vont dire que c'est une cause active, Jegyu en tibétain. Ils vont dire que c'est une cause active qui n'entrave pas la production des phénomènes composés, etc., etc. Donc, même l'espace est une chose. L'espace a la capacité d'opérer une fonction. Alors que pour les autres écoles, ce sera impossible. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Et on verra plus en détail ces catégories et la suite prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.